Je suis désolé, je suis obligé de rester près de l'ordinateur pour passer les slides. Pas le choix, manque d'équipe avec le Covid, hein, c'est un peu compliqué. Donc rapidement déjà, on va parler de qui est AEP Digital. Donc rapidement, nous, on est une agence d'une vingtaine de personnes, 19 aujourd'hui exactement, et on est situé sur Paris et Lyon. Et on a une logique de vouloir travailler au plus proche de nos clients. On n'a pas forcément dans une logique d'être une très grande agence, parce qu'on souhaite déléguer des utilisateurs spécifiques pour nos différents clients. Et on travaille deux grands métiers, on va dire. Le SEO dont on va parler aujourd'hui, donc sur les différents aspects, hein, suivi de refonte, accompagnement SEO, analyse de log, etc. Et puis tout ce qui est achat média, donc les Google Ads, les Bing Ads, et puis les questions de Facebook et LinkedIn. Donc c'est les deux grands socles travaillés à l'agence au jour d'aujourd'hui. Moi, je suis Bruno Line, responsable SEO à l'agence AEP Digital. Mon action, c'est surtout de suivre les grands comptes et de piloter les équipes qui travaillent les différents comptes clients chez nous, afin d'apporter une certaine harmonie, on va dire, dans le travail qui est réalisé, et un suivi particulier. Alors aujourd'hui, l'objet de la conférence, c'est de parler du SEO. Alors, on ne va pas essayer de redire des choses que tout le monde connaît, etc., mais surtout le fait qu'en 2020, comment on fait, qu'on a fait déjà beaucoup de choses pour son SEO, et qu'on a des résultats qui restent moyens. Donc le SEO stagne, mais vous allez voir, c'est différent. J'entends différentes choses dans le mot stagner. Donc vous pouvez avoir un SEO qui est travaillé et qui reste stable et qui ne bouge pas, surtout sur les questions du top 10. Donc vous ne comprenez pas, vous faites des actions et ça ne fonctionne pas. Vous faites des actions et vous avez un SEO qui se dégrade au fil du temps. Alors là, c'est encore moins compréhensible, mais c'est quelque chose qui arrive assez fréquemment. Et puis, vous pouvez avoir un SEO même qui progresse un peu, mais en termes de transactions ou de chiffre d'affaires, c'est pas terrible. Vous pouvez gagner 20% de visites supplémentaires, mais vous n'avez que 5% de transactions supplémentaires. Donc là, il y a un truc qui ne va pas à étudier. Donc l'idée, ce n'est pas de la visibilité pour de la visibilité. Généralement, c'est de la visibilité pour votre cible, pour votre activité. Donc si vous êtes e-commerçant, c'est pour vos ventes. Et si vous êtes sur une proposition de service, c'est pour que ça soit sûr que ça soit votre cible. Donc la génération de leads, généralement, qui vous contacte. Alors, en 2020 et 2021, il y en aura peut-être d'autres encore après, nous, on identifie 3 leviers qui fonctionnent bien. Donc, il y a plein de choses qui peuvent être faites au jour d'aujourd'hui sur le SEO. On peut travailler les rich cards, on peut travailler tout ce qui est recherche vocale et ce genre de choses. On ne va pas aborder ce sujet-là. On va être beaucoup plus pratique, je dirais. Donc, les 3 leviers que je vais vous présenter, c'est déjà d'une, identifier les pages qui sont actives sur votre site et identifier les pages à potentiel afin de pouvoir les booster, les mettre en avant et d'augmenter votre activité. Le netlinking, ça reste toujours, bien sûr, un levier important du SEO. Il a beaucoup changé durant ces 10 dernières années et la façon de travailler doit être prise en compte, mais de façon différente. Et puis, troisième point qui est important, avec des outils maintenant qui sont faciles à appréhender, étudier les bots, étudier Google, comment Google vient sur votre site, qu'est-ce qu'il regarde, où il va, et donc quels enseignements vous allez en retirer pour votre SEO. Donc on va commencer avec le premier point, qui est les pages actives. Comment orienter Google vers le crawl de vos pages business et bien déterminer que ce sont ces pages-là qui seront les pages actives de votre site. Donc voilà, le slide rappelle un peu la même chose. Donc déjà, je vais vous présenter rapidement, nous en agence, on a un outil de suivi, comme dans beaucoup d'agences, pour les comptes des clients. Et c'est un outil qui va nous permettre de faire ce travail d'identification de pages actives. Et cet outil, il regroupe plusieurs KPI classiques sur un suivi en agence. Ça va être de la visualisation et l'évolution des positions sur les mots-clés qui sont stratégiques recherchés dans la prestation, la progression du trafic SEO, l'évolution des top URL, le suivi des KPI techniques et la progression du netlinking avec une brique de concurrence. Donc là, rapidement, je vous présente l'outil. Il fait pas mal de choses. En tout cas, il permet de bien suivre nos clients. Ce qui est surtout intéressant, c'est qu'il a une particularité que je vais vous détailler dans le reste des slides, c'est qu'il permet de suivre les thématiques
produits ou thématiques, services que vous proposez sur votre site, corrélés avec le potentiel de trafic de chacun des termes qui sont utilisés. Et donc, nous, on fait un petit score qui nous permet d'avoir un scoring et donc de travailler les différents mots-clés en fonction de leur potentialité thématique intéressante. Donc ça, c'est notre outil de suivi, c'est le petit plus qu'il y a, et qui va nous permettre, en déterminant les mots-clés et les pages qui sont rankées sur ces mots-clés, de trouver les pages actives en croisant ces données-là avec celles de l'analytics et celles de la Search Console. L'idée, elle est déjà de déterminer toutes les pages qui font de la visite sur votre site. Ça, assez facilement, on peut arriver à le voir. Mais c'est de déterminer aussi toutes celles qui auraient un potentiel. Donc, pas seulement un potentiel parce qu'elles ont des visites, parce que vous pouvez avoir des pages à potentiel et il n'y a pas grand monde qui passe dessus, mais vous avez un potentiel de pool de mots-clés qui sont intéressants dessus. Vous pouvez avoir après un potentiel de votre business. C'est vos 20-80, malheureusement, c'est des pages les moins intéressantes qui sont bien crawlées, bien indexées, et puis les plus intéressantes ne le sont pas. Enfin, l'idée, c'est de déterminer toutes les pages qui sont bien référencées, celles qui devraient l'être, et donc de terminer derrière avec un plan d'action. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez déterminé vos pages à potentiel, il faut que vous déterminiez quelle est la problématique. Vous pouvez avoir des pages qui sont mal crawlées parce qu'elles sont trop profondément insérées dans la profondeur de l'arborescence, il n'y a pas assez de liens vers ces pages-là, la sémantique n'est pas bien travaillée, la vitesse est trop longue, donc il y a plusieurs actions. Mais vous avez des pages qui sont bien référencées, puis vous ne voudriez pas. Donc comment je fais que ces pages-là, qui sont trop bien référencées, soient moins bien référencées? Comment je redirige le flux de Google pour que le budget de crawl ne passe pas trop souvent sur ces pages-là, voire ne passe pas, et passe sur celles qui m'intéressent? Donc, partons sur un cas simple, c'est plutôt un cas concret, avec une entreprise avec qui on travaille, qui s'appelle Pooline, qui est une marque qui fait des sous-vêtements pour hommes, donc spécialisée notamment pour le boxer pour hommes, et puis qui a étendu au fil de l'eau sa gamme de produits, puisqu'il propose des maillots de bain, des pantalons, des t-shirts, etc. La problématique qu'on a eue chez Pooline, c'est-à-dire qu'après une étape de travail classique, de refonte de contenu, d'amélioration sémantique des pages, de travail de linking, etc., donc on a eu une belle progression sympathique de la visibilité. Mais surtout, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'on a quand même une stagnation. Et là, on a du mal parce qu'on stagne, même si on travaille les termes clés et les termes intéressants. Et puis après, eux, en tant que Pooline, même s'ils diversifient leur gamme, leur cœur de métier, ça reste le boxer. C'est là où ils engrangent plus de business et leurs marges sont plus intéressantes. Donc, il faut continuer à être visible sur ces termes-là qui les intéressent particulièrement. Donc, notre action, ça a été de déterminer, comme je vous le dis, les pages actives du site. Donc là, avec les différents outils que je vous ai présentés tout à l'heure, celles qui ont le plus de clics, celles qui ont le meilleur taux de rebond, etc. Et puis de déterminer aussi les pages à potentiel. Donc là, on a un retour du client sur ces typologies de produits qui, lui, l'intéressent de vendre et qui me disent, moi, c'est ces produits-là qui sont plus intéressants. Donc là, je sais que lui, il y a un potentiel de business, et je corrèle ça surtout avec un potentiel de trafic SEO. Alors qu'il il peut faire du business, mais sur un terme qui est très peu recherché, c'est un peu compliqué dans ce cas-là, ce qui n'est pas le cas. En tout cas, l'analyse de notre client nous a amené à la conclusion que 40% des pages du site qui mobilisaient le crawl de Google, elles ne sont pas intéressantes. Donc on a un crawl Google qui passe sur 40% des pages qui ne nous intéressent pas, et donc il les met en avant, alors qu'on aimerait recentrer l'information uniquement sur ce qui est plus intéressant pour le client. Alors, une fois qu'on a déterminé donc, ces pages à potentiel et les pages qu'il fallait un petit peu squeezer, on a travaillé différents points. En fait, malheureusement, des pages peuvent être bien ou mal référencées sur différents termes. Soit c'est parce que c'est la sémantique qui est mal gérée, la question des méta, des titles, des H1, etc. Soit il n'y a pas assez de texte sur les pages, soit les temps de chargement ne sont pas assez bons, soit c'est un mix de tous ces critères-là, il n'y a pas de souci là-dedans, soit du linking interne. Donc l'idée, après, c'est d'avoir déterminé ces différents pools de pages à potentiel et donc de les travailler en fonction de chaque amélioration afin de déployer ces améliorations et de voir des résultats. Autre point, sur les pages qui sont trop crawlées et qui ne nous intéressent pas, le but, c'est peut-être de mettre des balises non index, peut-être de restreindre l'accès à ces pages-là, et afin d'empêcher Google d'y venir trop souvent, soit
baisser le maillage interne vers ces pages-là, enfin, étudier aussi pourquoi ces pages-là sont bien vues, parce que là, par contre, c'est un indicateur pour optimiser celles qui ne sont pas assez bien vues. Alors, celles qui sont bien vues, mais ça ne nous intéresse pas, elles ont des qualités aux yeux de Google, et c'est ça qu'il faut aussi bien comprendre. Une fois qu'on a mis en place ces évolutions, eh bien, on a constaté quand même une amélioration des visites SEO, mais surtout une amélioration des transactions du chiffre d'affaires. Forcément, on a ramené vers des produits qui étaient plus intéressants ou que le client transformait mieux par rapport à la concurrence. Donc c'est pour ça que ça marche aussi. Si on avait ramené vers des produits où il est trop cher par rapport à la concurrence, on n'aurait pas eu cette autre transaction, ce chiffre d'affaires. Et c'est pour ça que la discussion elle est en bonne intelligence avec votre client, pour la simple et bonne raison qu'il faut être un petit peu malin sur ces questions-là, même si je sais, il y a des clients qui se disent moi j'ai une nouvelle gamme, je veux absolument la pousser. Mais si vous n'êtes pas positionné sur le marché, vous allez pousser un petit peu difficile, hein, parce que les internautes y comparent beaucoup. Donc là, il n'y a pas de souci. Donc ça, c'est la première tendance actuelle, je dirais, pour 2020 ou 2021. C'est bien déterminer vos pages actives et bien déterminer vos pages à potentiel, et puis mettre en face un plan d'action à valider et à vérifier à chaque fois pour voir les résultats. Autre point intéressant et important en 2020, c'est de travailler le netlinking. Alors netlinking, ce n'est pas une révolution, ce que je vous dis, c'est déjà quelque chose que tout le monde connaît, sauf que depuis quelques années, bien sûr, c'est plus l'alpha et l'oméga comme dans les années 2000 ou 2010, on pouvait faire tous les liens qu'on voulait. L'idée maintenant, c'est de faire un netlinking efficace. Donc, il faut bien sûr thématiser les partenaires ou les endroits où vous allez faire du netlinking, même si aujourd'hui Google dit que les netlinkings qui proviennent de sites peu fiables, il n'en tient pas compte. Mieux vaut ne pas en avoir pour éviter d'avoir des pénalités, même si officiellement il n'y en a plus. On en constate encore sur certains secteurs qui ont des mauvais backlinks. Donc l'idée, c'est d'avoir des liens thématisés et de sites avec une certaine notoriété SEO qui vont renforcer, bien sûr, votre qualité de référencement aux yeux des moteurs de recherche. Alors, la stratégie de netlinking, elle va dépendre de plein de choses. C'est clair, on peut faire du netlinking tout azimut, on peut faire des liens partout, on peut dépenser beaucoup d'argent, mais ce n'est pas forcément toujours le plus intéressant. Avant de faire du netlinking, je dirais, il faut déjà avoir un site qui soit bien travaillé, avec un référencement SEO correct, avec des sémantiques correctes, avec des temps de chargement assez conséquents, même si vous n'êtes pas les plus rapides de la Terre, parce que sinon, votre netlinking ne va pas vous transmettre la force que vous allez y mettre, surtout si vous achetez du lien et si vous travaillez ainsi, ça va un peu dissiper l'effet. Donc une fois que vous avez la base, je dirais, de votre SEO technique on-site qui fonctionne bien, l'idée c'est de regarder quel netlinking vous convient le mieux. Donc ça, c'est en fonction de l'environnement concurrentiel. Est-ce que vos concurrents sont bons en SEO ou ils ne le sont pas? Ça va motiver la typologie de liens que vous allez chercher. Quelle est la largeur sémantique des termes que vous utilisez? Si vous avez des termes qui sont génériques ou généralistes, vous allez être des fois confronté avec de la concurrence SEO, même si ce ne sont pas des gens qui vendent exactement la même chose que vous, mais ça va brouiller le message. Et donc, en tant que tel, s'il y a beaucoup d'acteurs sur certains termes, vous allez devoir payer plus de liens, faire plus de liens, plus d'actions de netlinking pour fonctionner. Voilà. Et puis après, rentabiliser les liens, c'est bien comprendre la rentabilité de chaque lien. Ça, c'est pas toujours évident, mais parce que c'est pas un lien vous ramène tant de visiteurs, il vous rapporte un peu, je dirais, de la force SEO. Et ça se mesure sur plusieurs indicateurs et pas uniquement sur le nombre de visites que vous avez. Donc, 3 typologies de liens en fonction de ces critères. On va dire le netlinking blogging, qui est un grand classique qui fonctionne toujours. Alors, il faut le faire à bon escient avec des sites thématisés qui sont dans votre secteur d'activité ou qui touchent aux thématiques que vous proposez. Vous avez un autre, donc ça fonctionne toujours, je dirais que c'est la brique de base à travailler. Après, vous avez le netlinking de partenaires et d'influenceurs. Donc, nous, on a des pôles de partenaires, de gens qui ont des réseaux de sites avec qui on travaille, on va faire du
publi rédactionnel avec eux. Alors, publi rédactionnel, je mets des gros guillemets, parce que l'idée, ce n'est pas de citer votre marque toujours, mais plutôt simplement de faire des liens avec vous dans leur génération de contenu sur leur propre site, et bien sûr de travailler avec des plateformes et des partenaires qui ont des sites thématisés qui correspondent à votre business et qui vont bien travailler les éléments clés. Et puis après, il y a le netlinking, je dirais, la dernière couche, grand média. Donc c'est-à-dire que vous avez déjà une visibilité bien assise, vous êtes un acteur qui est assez visible, qu'on connaît déjà. Et bien là, il faut aller acheter, je dirais, de l'emplacement de liens avec des grands médias. Et là, ça vous donne le boost supplémentaire. Mais il faut bien sûr prévoir un budget conséquent, parce que c'est un peu cher. Donc, les deux grosses typologies en médias premium, vous avez les grands acteurs que vous avez décrits ici. Nous, ce qui est intéressant en travaillant en agence, c'est que nous, on mutualise les coûts. C'est-à-dire que quand on va acheter des choses chez l'Express ou l'Expansion, eh bien, on va lui dire, moi, je vais vous acheter 3, 4, 5 articles, et puis, donc, vous ne pouvez pas me faire le prix d'un seul article. Donc, ça nous permet de diminuer un petit peu les coûts pour nos clients, mais ça reste toujours des budgets conséquents, parce qu'en plus, leurs budgets à eux ne sont pas toujours les mêmes. Ils rentabilisent en fonction non seulement du volumétrie de visite, mais en fonction maintenant des thématiques qu'ils proposent sur leur site. Et puis, on a la gestion avec des partenaires SEO, donc des gens qui font que du site, qui n'ont pas cette notoriété offline, on va dire, mais qui ont une notoriété en ligne et qui vous transmettent du jus SEO de bonne importance. Et c'est mieux pour toucher votre cible quand vous êtes en B2B, que vous avez une cible très spécifique. C'est mieux de travailler ces acteurs-là. Bon, l'usine Novell en B2B, ça fonctionne bien aussi. Mais après, vous allez sur des gros acteurs à côté, c'est un peu différent. Ils vont vous ramener de la visibilité, mais des fois, vous aurez un peu plus de pertes par rapport à ce que vous voulez transformer. Tout dépend de votre stratégie de base. Alors, un exemple sur ce type de logique, c'était notre partenaire, c'était Nature et Découverte, qui avait un petit souci, c'est-à-dire qu'il crée une gamme de jouets et de jeux Montessori. Et quand ils ont mis en place ces éléments, ils étaient invisibles sur cette thématique-là. Une thématique qui était trustée par beaucoup d'acteurs d'information, d'associations, de la pédagogie, etc. Et eux, ils n'arrivaient pas à être visibles sur cette logique-là. Donc l'idée, c'était de rattraper un retard, parce qu'eux, ils avaient des produits à vendre tout de suite, et de faire remonter leur catalogue sur la thématique la plus intéressante pour eux, qu'ils pouvaient transformer. Et aussi, puisqu'on avait beaucoup de requêtes informationnelles, se positionner sur l'informationnel, parce qu'ils disaient que c'était un travail en 2 temps, expliquer Montessori et après transformer les gens qui cherchent de l'information en clients. Alors, avant de se lancer dans le travail avec les partenaires, avec les liens, etc., on a déjà fait un petit nettoyage interne du site. Donc, on a analysé le maillage interne du site afin de diffuser le flux au maximum vers les catégories Montessori et sous-catégories, histoire que dès le départ, Google puisse venir voir de plus en plus facilement ces pages-là et qu'elles soient bien lisibles pour lui. On a fait un plan de ciblage interne très spécifique et on a fait un plan de ciblage aussi avec les termes à utiliser pour nos partenaires et pour les gens avec qui on allait travailler, afin déjà de cibler la façon dont on faisait le travail et pas faire le même travail pour tout le monde. Ce n'est pas l'idée de dire je fais 10 articles, tous sur la page d'accueil ou sur la gamme Montessori. C'était peut-être de dire jouer en bois Montessori, jouer Montessori, comprendre Montessori, qu'est-ce que Montessori, ce genre de choses. Donc l'idée, c'était vraiment d'attaquer un petit peu différents spots. Et puis après, donc, on s'est lancé sur la recherche de partenaires. Donc, on a étudié les différents sites qui étaient positionnés sur ces termes-là. Donc, on avait beaucoup d'informationnels. C'était intéressant, mais on a regardé un petit peu tout ce qu'il y avait. Donc, l'idée était de donner des signaux à Google intéressants avec différentes typologies de sites. Donc, des blogs, forcément, parce qu'il y en a beaucoup, mais ça peut être des sites dits des cadeaux, puisque nous vendions puisque Nature et Découverte vend des jeux, donc des jeux, des cadeaux, etc. Donc ça fonctionnait. Et puis travailler avec de la presse aussi pour rajouter une couche de notoriété. Donc l'idée, c'était vraiment un message d'acquisition différent sur chaque typologie de site, s'adapter
au site partenaire qui allait faire des liens pour lui proposer, parce que c'est nous qui réalisions le public rédactionnel, pour proposer vraiment quelque chose qui soit ancré, encapsulé dans sa logique éditoriale et qui corresponde aussi à Nature et Découverte, qui relisait bien sûr les contenus. Les résultats de la mission, tout simplement, c'est qu'en fait, ça a progressé sur Montessori et surtout sur Jeux Montessori, parce que c'était intéressant d'être sur le terme Montessori en 10e position, en fin de première page, parce que ça permet de donner de la notoriété. Mais en tout cas, quand on cherche Jeux Montessori, c'est mieux d'être visible parce qu'on vend du jeu. Et donc, c'est plus intéressant d'être sur celui-là, même s'il génère peut-être moins de trafic que le terme Montessori en lui-même. Ce qui est intéressant, c'est que ce sont des résultats qui restent un bon moment en position et sur des requêtes génératrices de vente. Je viens de vous lire, balle Montessori, ce genre de choses. Voilà. Longévité de la visibilité, c'est que voilà, on a pu progresser comme ça, être en deuxième place, donc sur ce terme-là. Donc après, il y a de la concurrence. Maintenant, c'est un peu plus complexe. Mais l'idée, c'était d'être visible. Et ce qu'il y a de bien, c'est que comme on a croisé avec des contenus sur le site qui étaient pertinents et du linking qui est bien fait, ça reste un bon moment. Ça vous permet de tenir votre visibilité sur les termes que vous travaillez. Donc ça, c'est le deuxième point que je voulais vous indiquer. Le travail du linking en RP, en discussion directe avec des partenaires et en achat média, entre guillemets, avec des grosses plateformes. Ça fonctionne très bien. Alors, la stratégie de la netlinking RP, elle peut être sur plein d'actions. Donc, soit d'acheter de l'espace, soit de faire du public rédactionnel, comme on a fait là sur Montessori, en donnant des articles rédigés en interne, mais soit faire du jeu concours, soit faire de l'infographie, etc. Il faut définir au départ la stratégie de netlinking à adopter, et elle est adoptée par deux biais. Où est-ce que vous allez poster les spots? Donc, qu'est-ce que le partenaire est prêt à proposer ou à accepter? Certains veulent de l'argent, sonnant des trébuchantes, mais ça peut être une action, une animation, ce genre de choses. Et qu'est-ce que votre client qui veut être visible est prêt, lui, à donner? Ça peut être des coupons de réduction, ça peut être plusieurs éléments. Et c'est ça qui est très intéressant et à bien définir au début de la prestation. Troisième partie intéressante à travailler, c'est de connaître Googlebot. Alors, aujourd'hui, en 2020, je pense qu'on ne peut plus faire l'impasse sur une analyse de log de vos sites, surtout s'ils ont une notoriété et qu'ils ont une existence depuis plusieurs années. Pourquoi c'est intéressant et comment c'est intéressant? Alors, l'idée du crawl de Google, c'est vraiment d'étudier comment Google, lui, vient sur votre site, quelles sont les pages qu'il voit, combien de temps il y passe, quelles sont ses portes d'entrée, quelles sont ses portes de sortie, etc. Là, on quitte le stade empirique de l'audit SEO habituel pour avoir des données fiables sur votre site. Et je vous assure qu'en fonction des sites, ce n'est pas les mêmes. Ce n'est pas toujours les mêmes. Et donc forcément, quand on travaille le SEO de façon un peu normale, on part sur les grandes guidelines Google qu'on applique pour tout le monde et ça se passe généralement bien. Mais dans la réalité, il y a toujours des petites surprises et c'est ça qui est un peu qui est plus intéressant au jour d'aujourd'hui pour vous permettre de travailler vos sites. L'audit SEO, c'est une simulation du passage de Google, tel que Google nous le dit dans ses recommandations. L'audit de log, c'est la réalité de passage sur votre site. Alors, il y a différentes typologies d'audit de log. Il y a l'audit de log ponctuel. Vous pouvez faire un audit de log une fois par an pour faire un petit débrief de votre site et voir comment ça se passe, ou vous pouvez le faire de façon mensuelle. C'est-à-dire tous les mois, vous regardez comment les logs passent et vous regardez comment Google passe sur votre site. Alors, tout dépend, ce n'est pas forcément les mêmes budgets. Et puis, je dirais, tout dépend comment vous allez l'inscrire dans votre suivi. Si vous avez une refonte de prévu à 6 mois, ça va peut-être intéressant d'avoir ces informations-là qui vont vous permettre de penser votre refonte de la meilleure façon possible. Par contre, si vous avez un site qui a une forte volumétrie de visites, qui a beaucoup de passages,
L'audit de log mensuel, c'est quand même bien, parce que ça vous permet de voir quand vous créez une nouvelle catégorie, quand vous supprimez une nouvelle catégorie, ou quand vous créez une action, vous croyez que ça n'a pas trop d'impact, et pouf, voilà, vous voyez tout de suite, ou pas, les désastres que ça peut provoquer. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Alors, l'audit de log, on va regarder tout ce que Google va voir. Tout, tout, tout. Tous les médias, toutes les pages, le temps passé, le nombre de fois où il passe sur votre site, combien de fois il repasse par jour. Et ça va vous permettre vraiment d'avoir une analyse très fine de votre site. Alors, on va partir sur un cas concret. Jardin Loisirs, vous connaissez sûrement, c'est un acteur qui fait du produit d'entretien de jardin, donc tondeuse, tronçonneuse, motoculteuse, etc. Et il a une autre aussi problématique, c'est qu'il travaille en retail. Donc il y a des magasins, il y a un réseau de magasins avec, et puis il a de la vente en ligne. Alors des fois, il ne faut pas que le site phagocyte les ventes en ligne. Enfin bon, chacun a sa petite problématique interne, mais la réalité, c'est qu'avec un SEO qui est quand même correct, il y avait un taux de transformation qui est moins bon en SEO peut-être que sur le SEA. Donc l'idée, c'était de voir qu'est-ce qu'on peut faire et comment on peut améliorer ces questions-là. Alors pourquoi on en est venu à l'audit de log ? Au début, non, on n'était pas à l'audit de log. On était comme tout le monde. Le client arrive dans l'agence, on va travailler sa sémantique, on va regarder ses mots-clés, on va développer son site, on va faire du linking, etc. etc. Sauf qu'après une belle petite progression, on constate que le top 10 ne bouge pas beaucoup. Et ça nous inquiète un peu, parce que quand même, on déploie beaucoup d'efforts et on se dit, quel est le souci ? Où est le souci ? Surtout que, on applique les règles un petit peu qui fonctionnent chez tout le monde. Donc généralement, c'est se dire, il y a un blocage quelque part, on a du mal à l'évaluer, parce que même avec les différents outils d'audit, tout nous semble cohérent et correct. Et donc là, il y a un souci quelque part. Et donc, quand on fait de l'audit de log, on a plein d'infos qu'on n'avait pas autrement. Donc déjà, l'audit de log, il va vous dire quelle typologie de Googlebot passe sur votre site. Aujourd'hui, si vous regardez la Search Console, vous avez un petit icône qui vous dit smartphone, desktop, etc. Sauf que c'est pas totalement smartphone et c'est pas totalement desktop. Vous voyez, là, dans ce cas particulier, il y a quand même 72% des visites qui sont en mobile, mais il y a quand même 30% qui sont en smartphone. Et je vous dirais, alors on me dit oui, mais après ça dépend des acteurs. Oui, j'ai d'autres acteurs qui, vous connaissez peut-être, ADN, qui fait de l'animé en streaming en ligne. Normalement, c'était 65% mobile, puis le mois dernier, c'est passé à 50%. Voilà, allez savoir pourquoi. Donc, le passage, donc comme on fait un audit de log pour ADN mensuel, ça me permet d'avoir ce suivi. Et donc la réalité, c'est que votre ranking Google, forcément, il va être déterminé par le passage du bot, de quel bot, et vous-même, vos optimisations, vous allez réfléchir d'une façon un peu différente. Donc si vous aviez conçu un site normal, puis que vous avez fait une version mobile, vous avez tout fait pour essayer que ça fonctionne bien. Mais si demain, vous avez une refonte à faire, si je suis à 72% mobile, je vais peut-être penser mobile first, vraiment. C'est-à-dire, dès le départ, je vais penser mobile. Et puis après, vous avez dans la courbe, là, vous avez quand même toutes les typologies de pages qui sont crawlées et avec leur fréquence de crawl. Donc ça permet d'avoir quand même des informations intéressantes. C'est de voir par exemple que la homepage est plus crawlée, qu'il y a des pages de premier niveau qui sont bien ou mal crawlées sur le site. Donc là, c'était le cas. Et d'essayer de se dire pourquoi Google ne passe pas assez souvent sur ces pages de premier niveau, qui sont quand même des pages intéressantes. Autre enseignement des logs, c'est de déterminer la crawl frequency. Donc tout à l'heure, on l'a vu, on l'a vu par les graphiques, ça c'est les données journalières. Puis là, vous avez des données compilées. Et on a remarqué, par exemple, chez notre ami Jardin et Loisirs, tout simplement, on avait des pages magasins qui étaient crawlées beaucoup plus que les autres pages, 2 ou 3 fois de plus. Donc on se demande pourquoi. La page magasin, en fait, elle n'indique que l'adresse du magasin. Donc pour le site, pour l'utilisateur, c'est intéressant, peut-être, mais pour le site, c'est pas très intéressant. Et puis c'est pas seulement une question de se dire qu'il y a plus de visites, c'est plus crawlé. C'est-à-dire que Google passe plus souvent. Et comme Google passe plus souvent, il y a plus de visites. Mais c'est pas dans le sens inverse. Donc là, c'était un peu gênant, surtout que maintenant, on pourrait se dire, oui, mais les gens, ils sont sur place, ils cherchent dans la rue, dans leur voiture, ils cherchent un magasin
de bricolage, de jardinage, et donc ils vous ont trouvé. Sauf qu'aujourd'hui, maintenant, c'est les cartes, c'est la Google Maps qui passe en premier, et donc c'est vos Google My Business qui montent, bien avant les pages agences. Donc c'est pas le cas. Autre enseignement des logs, on a remarqué que dans les pages qui étaient rankées dans l'index Google, on avait 22% des pages qui étaient considérées comme orphelines. Alors, les pages orphelines, ce sont des pages que Google estime détachées du site ou vraiment pas assez attachées avec le site. Donc ça veut dire qu'on a 22% des pages qui sont rankées dans Google, mais qu'il l'estime pas assez imbriquées dans le site. Et donc ça vous donne une information sur il faut travailler ces pages-là pour les améliorer, en tout cas leur ranking, si elles sont pertinentes, afin d'améliorer le flux SEO interne et forcément le nombre de visites. Ça, c'est des choses que vous ne voyez pas dans l'audit classique. On ne peut pas le voir parce qu'il faut avoir cette information de Google, idem sur le slide précédent. On ne voit pas le crawl frequency sur un audit classique. Et puis, on a aussi la question d'évaluation de contenu. Donc, on a différents outils pour voir en haut les typologies de contenu, combien de mots ils ont, moins de 500 mots, moins de 800 mots, moins de 1200 mots. Mais ce qu'on a d'intéressant dans les logs, c'est qu'on a tout simplement le nombre de pages crawlées qui sont par Google en fonction des mots. On voit bien qu'au-dessus de 800 mots, c'est quand même 80% de ces pages qui sont crawlées. Et puis, on a la crawl frequency, c'est-à-dire le nombre de fois où Google repasse sur ces pages-là. Au-dessus de 1200 mots, c'est plus que tout le monde. Donc, ça aussi, c'est un indice assez clair pour dire aux clients, il faut mettre un peu plus de contenu sur votre site, il faut améliorer les contenus pour que ça puisse intéresser notre ami Google. De toute cette étude et de tous les éléments qu'on a récupérés, on a fait un plan d'action concret avec le client, donc travailler les pages orphelines, diminuer le budget de crawl des pages magasins. Ça veut dire tout simplement peut-être enlever un lien qui était dans l'arborescence en haut et le mettre plutôt dans le footer. Ça peut être aussi de masquer certaines pages parce qu'on trouve que ce n'est pas forcément intéressant. C'est une aide pour nos clients, et les clients, ils n'ont peut-être pas besoin de chercher le magasin via Google, en tout cas pas en passant par le site. Alors donc l'idée, c'est de rediriger le flux, puisque si on le bloque pour les magasins, il va aller se dispatcher ailleurs, régler des problèmes de duplicate content qu'on a mesurés forcément avec les outils, corriger les canonicals, augmenter la pertinence sémantique puisqu'il y avait des contenus à mettre. Voilà, stratégie avancée aussi sur les filtres, parce qu'on va déterminer via l'audit de log quelles sont les pages filtrées que Google regarde et celles qu'il indexe ou qu'il n'indexe pas. Est-ce qu'il les voit en duplicate ou pas? Parce que des fois, une page filtrée peut être un duplicate d'une catégorie. Donc, tout ça va orienter votre stratégie en fonction de gestion de filtres. Donc, quand vous avez des gammes produits avec beaucoup de filtres, il faut faire très attention parce que peut vous créer un maximum de pages qui peuvent être intéressantes si elles sont différentes pour être indexées, mais ça peut aussi vous créer un bruit qui vous empêche de vos pages principales d'être bien intégrées dans Google. Une fois le plan d'action mis en place, on a mis en place les correctifs. Donc on a eu pas tout de suite, on n'a pas eu tout de suite une amélioration du SEO en termes de global, on va dire. Il y a eu un nettoyage sur certains termes qui étaient moins importants, sur lesquels étaient présents. Et en continuant le travail SEO derrière, on a pu reprendre. Et ce qui était intéressant, c'est surtout le top 10 qui a pu reprendre. Et donc, on a gagné des positions. Voilà, rentré en top 10 des broussailleuses, motoculteurs. Donc, quand même des produits phares pour le client, pour lui permettre d'être visible sur son cœur de gamme et sur ce qu'il voulait mettre en avant. Et puis voilà, c'était les suites des correctifs. Voilà, 49% d'utilisateurs supplémentaires et 63% de chiffre d'affaires, avec une petite progression des transactions, mais surtout donc un panier moyen qui a bien augmenté, des produits plus chers, et c'est ce qu'ils voulaient vendre. Voilà. J'ai fini sur la présentation, donc je vais écouter avec vous vos différentes questions. La seule chose que je voulais vous signaler, c'est que vous avez le droit, pour tous ceux qui sont venus dans cette pièce, à un audit SEO, pas de log malheureusement, désolé, gratuit, et puis un débrief avec un consultant SEO chez nous pour parler de vos sites et puis voir s'il y a des propositions stratégiques à mettre en place sur vos sites. Voilà, je vous laisse mes coordonnées. Vous pouvez me contacter et en même temps, je réponds à toutes vos questions, si vous en avez. Pas de questions, personne avec cette typologie de problématiques au jour d'aujourd'hui en termes de SEO
vous le travaillez, ça progresse bien, ou il y a des petits freins. Vous avez déjà vu les audits de log, vous avez déjà mis ce genre de choses en place? Oui? Oui? Ah bah, ça va dépendre du plan d'action, c'est comme tout. Alors, par exemple, si c'est des problématiques techniques, hein, on avait fait par un audit de log pour Copytop, ils avaient la page qui s'appelait d'une agence, une seule, de Boulogne, ça tournait en boucle, et eux, pendant 1 an, ils se sont pas rendus compte, malgré le travail qu'on a fait, etc., ils baissaient de 30% leur chiffre d'affaires et ça n'arrêtait pas, donc ils étaient un peu inquiets. Une fois qu'on a fait le débrief avec l'équipe de dev, on dit « Ah oui, quand on a mis en place le HTTPS, on a fait une boucle. » Ok, super. Après, c'était réglé. En 15 jours, c'était réglé. Rien que ça. Voilà. Ouais, plutôt sémantique. Ouais, alors, bah après, ouais. Bah, sur la sémantique, c'est quand même 2-3 mois, le temps que Google relise bien les choses, mais après, ça va dépendre. Nous, quand on travaille comme ça et qu'on a un client et qu'on se rend compte que c'est surtout la sémantique des titles, des méta, le travail de linking qui manque, on fait un plan d'action, on va livrer des contenus, ou alors on va définir, ça dépend si le catalogue est très grand, peut-être des règles de réécriture à la volée, ça va permettre de gagner du temps rapidement. Bah, tout dépend si après le site est d'une performance, je dirais, correcte, ça va être assez rapide. Par contre, si le site est lent, s'il y a des problèmes de first byte, ça c'est un problème important, et qu'aujourd'hui Google met de plus en plus en avant avec le temps d'interaction, etc. Donc c'est des nouveaux critères. Je ne vous cache pas que Google, là, il va tout faire pour que plus votre site est lent et plus il va souffrir. Voilà. Malheureusement, même si on travaille bien le SEO de l'autre côté, il y a des problématiques comme ça, techniques, qui sont de plus en plus importantes, même si elles ne sont pas aujourd'hui. Votre site peut être un peu lent, ce n'est pas ça qui va détruire votre SEO, mais demain, vous allez de plus en plus souffrir. Ouais. Ouais. Bah, en fait, Google Speed, il fait il y a 6 ou 8 ou 9 valeurs. Et en fait, plus que la note, c'est qu'il y a 2 ou 3 éléments qui sont le plus importants. Ça va être le temps de premier affichage, le temps d'interaction et le first byte. Donc ça, c'est les 3 éléments vraiment. Il faut plus les réduire. Donc forcément, si vous les réduisez et les améliorez, votre note va augmenter. Mais comme la note, elle prend encore d'autres critères, ce n'est pas toujours évident. Et lui-même, dans ses outils, vous avez, sur le PageSpeed, vous avez une certaine note, puis vous faites le Test My Site de Google, et il vous dit que le site peut être moyen ou rapide, alors que la note, elle est à 10, 12. Et j'ai d'autres sites qui sont à 30 ou 35, et puis Test My Site, il est lent parce qu'il fait 4 secondes. Vous voyez? Donc, il n'a pas encore bien harmonisé, et je pense que l'idée de Google, c'est quand même aussi de multiplier les choses qui nous feront travailler le SEO. Il y a une communication. Déjà, le first byte, ça va être inférieur à 0,2, 0,3 secondes, quoi. Et ça c'est un critère qui est très contraignant, parce que le first byte, forcément, c'est la durée entre la première donnée envoyée et reçue. Et ça, c'est la configuration de votre CMS avec le serveur. Vous avez un serveur Linux, vous avez un serveur Microsoft, ça ne marche pas forcément de la même façon. Vous êtes en Magento, vous êtes en PrestaShop, vous êtes en WordPress, ce n'est pas non plus configuré de la même façon. Et ça a été mal configuré, c'est compliqué. Et je peux vous dire, sur beaucoup de clients, je sais que c'est compliqué et qu'après, en fonction de l'agence qui travaille, c'est compliqué parce que ça peut demander beaucoup de travail pour résoudre ce problème-là. Mais c'est un problème qui va devenir de plus en plus crucial. Et sur les autres données, le temps d'affichage, il doit être inférieur à 0,5 secondes, si je ne me trompe pas. Donc c'est vraiment des données, bon, ça c'est l'idéal, je vous donne. Et le temps d'interaction, je ne sais plus exactement si c'était 0,7, etc. Donc la réalité, c'est qu'il faut qu'il y ait quelque chose qui s'affiche vite et qu'on puisse cliquer. En clair, c'est un peu ça que Google est en train de nous dire. Voilà. Et que ça ne soit pas un pop-up. Sinon, vous avez une pénalité. Voilà. Donc la vitesse, c'est important. Il ne faut pas que se focaliser dessus, parce que si vous avez un site qui est rapide, mais vous n'avez pas de contenu dedans, ça ne marchera pas.
Mais si vous avez bien fait votre SEO, etc., et si vous voyez que ça commence à ralentir alors que vous travaillez de façon correcte, bah là, c'est que la vitesse, elle vous joue un tour. Alors après, on peut se dire, oui, mais les concurrents sont aussi nuls que moi. C'est une vraie idée. Mais les concurrents, ce n'est pas que vos concurrents. Vos concurrents sont sémantiques. C'est sur les termes sur lesquels vous voulez être visible. Donc vous pouvez avoir des blogs qui vous prennent vos places parce qu'eux, ils ont bien travaillé ce genre de choses. Ou forcément, ils ont une vitesse qui est plus rapide. Ils n'ont pas d'image à montrer, ils n'ont pas de slideshow, ils n'ont pas de vidéo. Donc ça va beaucoup plus vite. Mais voilà. L'idée de Google, forcément, c'est de vous compliquer la vie en SEO pour que vous achetiez du SEA. C'est assez simple. Mais ça fonctionne bien. Et les taux de transformation, c'est quand même plus intéressant en SEO qu'en SEA. Oui. Conseillez donc d'investir un peu en SEO pour avoir un impact sur les SEO ? Non, ça n'a pas de rapport. C'est-à-dire qu'en SEA, vous payez et vous avez des visiteurs. Oui, voilà. Mais ça ne va pas aider votre SEO. On reçoit de l'argent et Google Ads, Ouais. peut-être que... Non. Non, sauf, alors après, officieusement, sur les gros acteurs, bizarrement, même s'ils ne sont pas très bons en SEO, ils ne sont pas très loin d'être dans les bonnes positions. Mais normalement, non. Hein, si vous payez plus cher en ads, il est même très content que vous payiez cher en ads. C'est pour ça que plutôt votre SEO peut vous aider à payer un peu moins cher vos ads. Parce que vous êtes positionné des fois sur des termes secondaires qui peuvent être bien transformateurs en SEO. Et vous n'êtes pas obligé forcément de les payer sur le SEA, quoi. Et puis, ça ajoute à votre quality score qui, là, impacte directement le prix des enchères que vous faites en SEA. Oui. Vous parlez de RP SEO, est-ce que des RP classiques ou est-ce que des RP classiques peuvent aussi... Alors, des RP classiques, si c'est, je sais pas, un passage télé ou ce genre de choses, ça va pas aider votre SEO, mais ça va aider votre notoriété. Mais après, c'est les vases communicants. Je pense que Coca-Cola a un SEO nul sur ses sites, mais il n'en a pas besoin. Il a une telle notoriété qu'on le recherche sur sa marque. Donc voilà, il y a des acteurs, par exemple, qui travaillent pour quelqu'un qui vend du tricot ou des kits tricot. Donc ils cherchent à être positionnés sur des termes comme laine, tricot, kit tricot, etc. Mais la recherche la plus importante en ligne dans cette thématique-là, c'est fil d'art. Vous voyez, déjà, c'est une marque. Donc fil d'art, ils n'ont même pas besoin de faire du bon SEO pour le moment. Parce que si, ça passera avec le temps. Il parle d'une génération qui a connu que cette marque-là. Et donc forcément, l'ERP SEO, c'est un mix entre les grands acteurs que vous êtes, donc qui vous transmettent du jeu SEO. Parce que l'expansion, le monde, etc., ils ont une notoriété SEO. Hein, ils n'ont pas juste une notoriété offline. Donc eux, ils vont vous transmettre de la visibilité et en plus un flux SEO important. Mais vous avez aussi des acteurs moins importants qui ne sont que sur Internet, que SEO, qui vont transmettre de la notoriété et qui va aider votre SEO. Mais là, on rentre en relation de voir en fonction de gré à gré s'ils veulent des articles, s'ils veulent du public réactionnel et comment on peut les rétribuer de façon directe ou indirecte. Donc on pourrait faire de façon indirecte, mais bon, de plus en plus, tous ceux qui ont construit des blogs depuis 10 ans ou 15 ans, ils demandent un petit billet, quoi. Et du coup, ils vont rédiger l'article de telle manière que ça améliore vraiment les SEO, juste un lien. Non, alors, l'intérêt, c'est de déterminer les spots. Voilà, tel site parle de ça et il a un bon domain authority. Et puis, il a un bon trust flow et il va transmettre un bon flux SEO. Donc, je le contacte pour qu'on parle des sujets qui vous concernent dans votre activité et de voir dans ces thématiques produits, de ces thématiques de rubriques, là où on pourrait insérer un article. Et l'article, ce n'est pas forcément un public réactionnel. Ah, le client Intel, il est super bien. Parce que ça se voit un petit peu. Donc l'idée, c'est de parler du sujet comme il fait habituellement et de glisser un lien vers vous, un lien vers Wikipédia, un lien peut-être vers Le Monde. Et donc les gros acteurs, ça ne leur apporte pas grand-chose, parce qu'ils ont une notoriété, etc. Mais pour vous, ça crédibilise votre site. Et ça transmet du flux SEO vers votre site. Voilà comment ça fonctionne. Alors après, il y a plusieurs actions. Ça peut être aussi pour améliorer votre notoriété. On a un acteur qui avait des difficultés, qui s'appelle MSC, la pêche durable, etc., qui a eu deux articles dans Le Monde ou Nouvel Obs qui n'étaient pas très gentils avec eux. Et donc, eux, leur but, malheureusement, sur la requête label MSC, ils sont numéro 1, ils ont 2 pages en numéro 1, puis après, ils ont Le Monde et Nouvel Obs qui leur fait un peu du mal. Donc, nous, notre but, dans ce cas-là, avec eux, c'était de faire monter tous les autres sites qui étaient en dessous et qui pourraient essayer de prendre la place du Monde ou du Nouvel Obs. Donc là, après,
Malheureusement, quand c'est le monde de Nouvelle Ops, il faut mettre du budget, parce que sinon, ça ne marche pas trop. Donc, on a commencé sur un budget moyen, on leur a montré qu'on a pu monter différents acteurs, mais il faut mettre un gros budget. Donc, c'est la discussion qu'on est en train de mener avec eux. Après, vous pouvez avoir des gens qui vous disent des choses pas terribles chez vous, qui sont des moins gros acteurs, qui sont plus faciles à pousser en bas de classement pour vous aider, si vous aviez un avis négatif. C'est un des exemples du travail de linking. Et donc là, c'est du linking, pas vers votre site, vous voyez. C'est vers d'autres sites pour vous aider à vous débarrasser des gêneurs. Voilà. Donc, je vous laisse les coordonnées. N'hésitez pas à nous contacter. Puis ça me fera plaisir de faire un petit débrief sur vos situations. Puis après, il n'y a pas d'engagement. Voilà. Merci à vous. Bonne journée. Merci, c'est gentil.